Et pour parler de la situation politique et la transition politique et économique, avec nous notre invité Ahmed Benbitour. Monsieur Benbitour, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes ancien chef du gouvernement, vous l'avez été du 23 décembre 1999 au 26 août 2000. Oui. Aujourd'hui, on va parler de cette révolte, comme vous l'appelez. En 2015, déjà, vous disiez que la voie la plus probable est le changement par l'explosion de la rue. Aujourd'hui, que pensez-vous de cette révolte citoyenne sans laquelle nous nous dirigeons probablement vers un 5e mandat? Oui, parce que j'avais appelé en 2011 déjà en avertissant qu'en 2017, on sera en pénurie de moyens de financement. Oui. Et donc j'avais appelé à un changement de tout le système de gouvernance. Et quand, à ce moment-là, on m'a dit, vous êtes en train de faire peur à la population, tout va très bien. Et j'avais dit justement, s'il n'y a pas une conscience pour comprendre qu'il faut un changement, on finira malheureusement par une explosion de la rue. Dieu merci, aujourd'hui, nous ne sommes pas dans cette situation. Nous sommes dans une situation où il y a quand même une situation assez remarquable qui a été très bien appréciée partout dans le monde, c'est-à-dire une population qui maintient ses marches, mais qui les maintient dans l'ordre, dans l'organisation, avec aussi des appels clairs et nets sur le changement, pour le changement. Donc ce n'est pas du tout la même situation. Et cette pression de la rue a apporté aujourd'hui de nouvelles choses. Nous avons le président du Conseil constitutionnel, Taïb El-Aïz, qui a démissionné. Est-ce qu'aujourd'hui c'est une victoire encore pour le peuple ou c'est de la poudre aux yeux? Non, c'est un premier pas. Enfin, c'est pas un premier pas, c'est un pas parmi les pas qui ont déjà eu lieu. Mais ça nous intéresse parce qu'il faut se poser la question. Moi, j'ai toujours dit que dans une situation exceptionnelle, il faut avoir des lectures très souples des articles de la Constitution. Aujourd'hui, en démissionnant, le chef de l'État, constitutionnellement, n'a pas le droit de désigner quelqu'un d'autre à sa place. Donc c'est pour ça qu'il faudrait, parce que nous sommes dans une situation exceptionnelle, que nous ayons des lectures assez souples des articles de la Constitution. Et c'est pour ça que je dis, il ne faut pas s'en tenir seulement au 102, il faut aller au 7 et 8 pour qu'on quand même on puisse trouver une période de transition qui nous permette de préparer les conditions vraiment véritables à la sauvegarde de la patrie, parce que la patrie est en danger. Vous dites pour aller vers une période de transition. Le chef de l'État par intérim, Ben Salah, pour vous, nous ne sommes pas en pleine période de transition? Non, là nous sommes strictement dans la lecture de l'article 102. C'est-à-dire un chef d'État qui était le président du Conseil du Sénat. Du Conseil de la Nation. Conseil de la Nation, très bien. Et donc, après 3 mois, les élections, le 4 juillet, c'est bien 3 mois après. Donc, jusqu'à aujourd'hui, nous sommes dans l'article 102 sans les articles 7 et 8. Pour que les choses soient claires. Donc, il faut absolument appliquer les articles 7 et 8 en plus du 102. Il faut les appliquer dans une lecture souple, justement, pas dans une lecture stricte du texte. D'accord. Et M. Benbitour, nous allons donc, comme vous venez de le dire, vers des élections le 4 juillet prochain. Comment cela va se passer si concrètement Taïb El-Aïz n'est plus président du Conseil constitutionnel? Qui devra réceptionner les dossiers de candidature dans ce cas-là? Bon, normalement, celui qui reçoit, c'est le Conseil constitutionnel, pas nécessairement son président. J'imagine que, bon, justement, en situation exceptionnelle, il faut des décisions exceptionnelles. Et donc, je pense qu'il serait toujours possible de désigner un intérimaire à la présidence, et non pas un président. Et pour revenir à cette révolte citoyenne, vous appelez le peuple à se structurer. Il faut absolument, selon vous, désigner des représentants. Absolument, parce que, regardez, si on prend l'expérience de 2011 de Tunis et du Caire, lorsque la population s'installe à un endroit stratégique de la capitale, même si elle n'a pas de programme politique, même si elle n'a pas de leadership, elle est capable de faire partir le chef de l'État. Mais justement, par le fait qu'elle n'ait pas de programme politique et par le fait qu'elle n'ait pas de leadership, elle n'est pas capable de réaliser le changement. Et on a vu ce qui s'est passé. Chez nous, nous sommes dans une situation où justement la rue a fait partir le chef de l'État. Mais il faudrait aujourd'hui qu'elle ait un objectif clairement établi pour la sauvegarde de la patrie et des gens capables de négocier avec le système en place le sans départ. Parce que si vous voulez entrer dans une maison, vous voulez sortir quelqu'un de la maison, il faut quand même lui indiquer la porte de sortie. Et justement, vous parlez de ces gens qui devraient donc présider cette période de transition. Votre nom revient souvent dans la liste des personnes compétentes et intègres, même si vous avez fait partie du gouvernement. Les gens vous apprécient. Alors, juste un petit point, s'il vous plaît. Dites-moi. Il faut bien comprendre, quand on fait partie du gouvernement, on est au service d'un État, pas au service d'un système. Tout à fait. Donc, je n'ai jamais été au service d'un système. Et vous avez démissionné. Et j'ai démissionné. Quand je suis arrivé même au gouvernement la première fois, c'était avec la réforme de Siboudiaf. Donc, et je suis arrivé parce qu'il y avait une période qui, en fait,
je me suis trouvé avec un dossier très lourd. C'était le service de la dette qui a atteint 86%. C'est-à-dire quand on avait $100 de recettes, il fallait ces 86 à la dette. Et au premier trimestre de 1994, c'était 114%. Donc j'ai dû être obligé de rester dans 5 gouvernements consécutifs. Pardon. Et je voudrais rappeler que justement, après avoir réalisé mes missions dans le gouvernement, en 1996, j'avais aussi démissionné du poste de ministre des Finances parce que j'avais proposé des réformes et qui n'ont pas été acceptées, donc je me suis retiré. Mais concrètement, M. Benbitour, si le peuple algérien aujourd'hui vous appelle pour diriger cette période de transition, vous répondriez favorablement à l'appel? Bon, alors vous me faites une hypothèse et vous voulez que je réponde sur l'hypothèse. C'est un peu difficile. Votre nom revient souvent. Oui, je viens de vous dire, le peuple algérien vous demande. Encore une fois, je serai disposé à aider d'une manière ou d'une autre à faire réussir la période de transition. Pas nécessairement être partie prenante de sa direction. Ce n'est pas nécessaire. Ce n'est pas nécessaire, mais est-ce que vous répondriez par oui si cela vous est proposé? Le oui, qu'il soit clair, c'est le oui pour aider à la réalisation. Par exemple, si aujourd'hui on a besoin des feuilles de route pour réaliser la sauvegarde de la patrie, je suis prêt à les proposer. Si on a besoin de donner un critère de compétence pour celui qui doit négocier ou ceux qui doivent négocier, je suis prêt à faire ce travail-là. Mais je ne voudrais pas me sentir comme aller représenter des gens qui, pour le moment, n'ont pas encore désigné de leadership qui est capable de discuter avec qui que ce soit. D'accord. Et M. Benbitour, nous, on vous connaît, vous êtes honnête, vous êtes sincère, vous êtes franc. Est-ce que vous avez été contacté par certaines parties, quelles qu'elles soient, pour être cette personne consensuelle, justement? Non, alors tenez-vous bien, je n'ai été contacté ni par les tenants des pouvoirs, ni par ceux qui, s'il y en a, qui dirigent la marche des vendredis et des autres jours. Je n'ai pas eu de contact. Bon, il y a bien sûr des personnes qui viennent me voir régulièrement, qui me disent ce que vous venez de me dire. Nous avons besoin de vous, essayez de vous... Des personnes, des individus. Des individus qui ne sont pas partie d'une institution. Absolument, que ce soit clair, aucune institution gouvernementale ou du côté du gouvernement, du côté du pouvoir, n'a pris de contact avec moi. Et en déclarant justement que le changement ne pouvait s'opérer que par l'explosion de la rue, vous aviez souligné que les partis politiques, même ceux de l'opposition, n'ont pas la capacité d'être une alternative pour un changement. Comment vous voyez, vous analysez le rôle aujourd'hui, le rôle des partis politiques de l'opposition? Bon, le rôle des partis politiques de l'opposition, c'est maintenant de se mettre au service de la rue, la soutenir, l'aider à aller de l'avant, travailler avec elle dans la mesure où il faut définir, comme je l'ai dit toujours, une plateforme de sortie de crise. C'est ça leur travail aujourd'hui. Et non pas se définir comme parti politique qui veut aller au pouvoir. Et en parlant de parti politique, vous avez toujours refusé de créer un parti politique. Est-ce qu'aujourd'hui, dans la conjoncture actuelle, dans la situation actuelle, pour faire entendre votre voix, vos solutions de sortie de crise, est-ce que vous pensez en créer un? Vous êtes en train de me dire depuis tout à l'heure que je suis bien entendu et les gens me demandent. Donc je n'ai pas besoin d'un parti pour me faire savoir et pour me faire entendre. C'est vrai. Donc c'est non. C'est non. D'accord. C'est non. Par contre, si la situation ne débouche pas sur une solution, il faudrait quand même tenir l'expérience de 53-54. Lorsque la situation était difficile, on a créé le Front de Libération Nationale. Moi, je dis qu'aujourd'hui, on a besoin, s'il n'y a pas la solution par ce processus-là, de créer le Front unifié pour la sauvegarde de la patrie. Parce que la patrie est en danger. Ça, il faut bien comprendre que la patrie est en danger. Si vous voulez 2 minutes pour vous dire un peu qu'est-ce qu'on voit dans les maladies de la société aujourd'hui, elle souffre de la violence qui devient l'instrument privilégié de règlement de conflits entre les individus, entre les groupes d'individus et entre les groupes d'individus et l'État. La deuxième maladie dans la société, c'est la corruption généralisée. La troisième, c'est l'individualisme. La quatrième, c'est le fatalisme, la ghalb. Et ajouter à cela les conséquences du travail négatif. C'est vrai. Non, je parle de la société algérienne, n'est-ce pas? Et donc les effets négatifs des réseaux sociaux. Et donc, premier travail à faire, c'est créer une citoyenneté dans la population, travailler à la création d'une citoyenneté. Lorsqu'on arrive au système de pouvoir, il a débouché sur un état déliquescent.
Il y a 5 critères d'un état de liquidation. L'institutionnalisation de l'ignorance et de l'inertie. Moins vous avez de savoir, moins vous êtes capable d'engagement, plus vous êtes à la haute hiérarchie. Deuxième, c'est le culte de la personnalité. Le troisième, c'est l'institutionnalisation de la corruption. La corruption devient une institution. On va en parler de la corruption. Oui, et en étant une institution, vous ne pouvez pas la corriger, sauf à changer l'institution. Le quatrième, c'est un nombre très restreint d'individus qui prennent les décisions à la place des institutions. Et le cinquième, c'est l'émiettement des pôles au sommet de la hiérarchie de l'État. Et on voit ces 5 critères se trouvent dans l'État algérien. Il reste l'économie. Malheureusement, l'économie fonctionne essentiellement dans ses relations avec l'extérieur sur les hydrocarbures. Or, nous sommes en baisse de production des hydrocarbures depuis 2006 et depuis 2014 en baisse des prix. Ce qui fait qu'en 2021, on aura épuisé les réserves de change et on ne sera pas capable d'importer suffisamment pour nourrir la population. Or, on importe aujourd'hui 75% des calories que nous consommons. Vous voyez que nous sommes dans une situation difficile et il faut absolument sauvegarder la partie. J'espère que ce processus qui est engagé aujourd'hui va arriver à la solution. Sinon, il faudra absolument créer ce front unifié pour la sauvegarde de la partie. Et avant tous ces événements, M. Benbitoul, vous disiez déjà que le pouvoir se caractérise par l'autoritarisme. Après 8 semaines de contestation, les manifestations étaient pacifiques, mais après l'application de l'article 102 et la venue de Ben Salah et toute son équipe, nous avons assisté à la répression des manifestations. Est-ce que là, vous reconnaissez les pratiques du pouvoir auxquelles vous faites allusion? Bon, j'ai fait allusion bien avant ça, donc c'était dans une définition claire des choses. Non, je pense qu'il y a comme ça des fois des dépassements qu'il faut éviter. Aujourd'hui, j'ai cru comprendre tout à l'heure lorsque vous avez exposé l'intervention du chef d'état-major qu'il était contre l'idée que l'on utilise la violence contre la population. Et je pense que, j'espère et je pense qu'il sera écouté. Et vous avez occupé plusieurs postes de ministre avant d'accéder au sommet de la hiérarchie de l'exécutif. Dans votre ouvrage, il me semble en 2004 ou 2005, vous me direz si je me trompe, qui s'appelle... 2018. Non, Radioscopie. Radioscopie de la gouvernance. Radioscopie de la gouvernance algérienne. Parce qu'il y a aussi une lointaine oasis à la haute hiérarchie de l'exécutif. Moi, je parle de la radioscopie de la gouvernance algérienne. Vous livrez une critique en règle du système de gouvernance en Algérie. Est-ce que quelque part c'est un... Une analyse critique en règle, n'est-ce pas? Pas une critique en règle. Oui, c'est ça. C'est une analyse critique en règle. Bienvenue. Est-ce que vous pensez, selon vous, comment vous le voyez? Est-ce que c'est un mea culpa? Est-ce que c'est une façon de dire que je ne ressemble pas à ces hommes du sérail? C'est quoi au juste? Non, vous l'avez fait juste après votre sortie. Bon, je suis quand même, malgré tout, en toute modestie, je suis quand même un homme de savoir. Oui, ça on vous l'enlèvera pas. Je maîtrise les sciences mathématiques, les sciences du management et les sciences de l'économie. Ça, je les maîtrise parfaitement et j'ai été professeur dans ces 3 domaines. Donc, j'ai une connaissance. Donc, cette connaissance, et j'ai une expérience. Si vous n'analysez pas votre expérience avec vos connaissances pour les mettre à la disposition de la population, ce serait quand même du temps perdu. Donc, en ayant cette expérience, j'ai voulu la mettre au service de la population et aussi, attention, au service de ceux qui gouvernent, pour leur dire, voilà votre système de gouvernance. Et donc, si vous voulez aider le pays à s'en sortir, il va falloir changer complètement de système de gouvernance. Votre proposition est toujours d'actualité? Absolument. Oui. Et pas seulement de se contenter de changer les individus. Il faut changer tout le système de gouvernance. Parce que, malheureusement, ce système de gouvernance a trop perduré. Gardez à l'esprit que capital scientifique mondial double tous les 2 ans. C'est-à-dire tout ce que l'humanité a accumulé comme capital scientifique de l'arrivée du premier homme sur Terre à 2016, elle accumule son équivalent en 2017-2018. Et donc si vous êtes dans un système de changement extraordinaire du savoir, il faut quand même qu'il y ait une gouvernance qui soit en phase avec ce savoir. Aujourd'hui, vous savez, nous sommes dans la 4e révolution industrielle. On avait commencé la première avec le charbon et la vapeur au XVIIIe siècle, la deuxième avec l'électricité au XIXe, la troisième avec l'ordinateur au XXe, et là nous sommes dans la 4e révolution industrielle avec l'intelligence artificielle, la robotique, la voiture sans conducteur, etc. etc. Dans votre livre, toujours la radioscopie de la gouvernance, vous parlez également de votre démission, des raisons qui vous ont poussé à quitter le gouvernement après 8 mois seulement et 3 jours, plus précisément. Voilà, vous l'avez compté, moi pas. C'est exactement 8 mois et 3 jours. Alors, vous citez 3 aspects. Vous parlez de la volonté du président de supprimer les conseils du gouvernement,
Vous parlez de l'organisation de visites de travail dans les wilayas et enfin le dossier des capitaux marchands de l'État. Oui. Est-ce que c'est clairement ça? On n'est plus dans l'obligation de réserve. Est-ce qu'il y a des raisons qu'aujourd'hui vous pouvez dire que vous ne pouviez pas dire à l'époque? Il y avait ça, oui. Et il y a toujours des situations, il y a un événement déclencheur. L'événement déclencheur, c'était quoi? C'était qu'ils voulaient légiférer par ordonnance. Et j'ai dit, je suis désolé, il y a un gouvernement, il y a un parlement, le chef de l'État n'a pas le droit de légiférer par ordonnance. D'ailleurs, je vous dis une chose, après avoir démissionné, quand je l'avais rencontré donc, pour concrétiser la démission, je lui ai dit, Monsieur le Président, faites attention, la Constitution vous a donné une petite fenêtre pour légiférer par ordonnance dans des conditions exceptionnelles. Vous en avez fait un portail. Eh bien, ça est rentré dans sa tête parce que lorsqu'il a réuni le fameux Conseil des ministres dans lequel il devait passer l'ordonnance, c'était le mardi, moi j'ai quitté le gouvernement vendredi, si vous vous souvenez bien. Donc, il n'a pas fait passer cette ordonnance. Malheureusement, il a attendu une année pour la faire passer quand même. Donc, elle n'était ni dans l'urgence, ni dans aucune considération pour dire qu'il fallait la faire passer. Et donc, c'était pour moi une occasion de ne plus continuer à travailler dans ces conditions. Vous n'étiez pas d'accord avec ces idées? Non, pas seulement les idées, mais le fait aussi de ne pas respecter les procédures naturelles de travail. Vous avez un Parlement, vous avez un gouvernement, les lois passent par le Parlement et le gouvernement. Le gouvernement d'abord, la présidente de la République et le Parlement, avec ces deux chambres. Là, vous dites, on va passer par ordonnance directement. C'est pas normal. Alors, à quoi servirait un gouvernement, à quoi servirait un Parlement? Parce que vous savez, quand vous légiférez par ordonnance, et vous n'avez pas droit à discussion. Oui, il n'y a pas de débat. Ça s'impose comme c'est écrit. Bon. Et je lui dis quelque chose, je me le rappelle, je lui dis, imaginons que vous voulez le faire passer par loi normale, et que bon, vous l'envoyez au Parlement, et vous dites qu'il y a urgence au bout d'une semaine. S'il y a une erreur de frappe dans une phrase, on va appeler le secrétaire général du gouvernement pour lui dire on a mal lu tel mot, il y a une erreur ou c'est comme ça qu'il faut le lire. Je lui dis donc pour vous dire que vous n'étiez pas dans les conditions où le Parlement vous n'accepterez pas ce que vous lui proposez et avec ça vous légiférez par ordonnance. Donc ce n'était pas normal. On va parler d'un autre aspect qui est votre spécialité cette fois-ci. On ne peut pas parler de démocratie si on n'a pas une économie forte. Est-ce qu'aujourd'hui l'Algérie, dans cette période de transition, souffre économiquement parlant? Ah oui, elle souffre énormément parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, nous sommes toujours en baisse de production des hydrocarbures depuis 2006. À partir de 2014, les prix ont baissé, ce qui fait que les recettes d'exportation de 2013, c'était 63 milliards de dollars. En 2016, 27 milliards de dollars. Et ils ne vont pas dépasser les 30 milliards de dollars sur le moyen terme. Alors que la facture d'importation est passée de 12 milliards en 2001 à 68 milliards en 2014, pardon, auquel il faut ajouter 8 milliards de bénéfices des sociétés étrangères transférés. Donc 76 milliards de dollars. Alors on est en train de ponctionner sur les réserves de change pour couvrir le déficit de la balance commerciale. Et ça, c'est exceptionnellement négatif lorsque vous êtes en déficit de la balance commerciale. Qu'est-ce qui va se passer? À partir de 2021, on n'aura plus de réserves de change et donc on ne pourra plus importer autant que ce qui est nécessaire. Qu'est-ce qu'il faut faire concrètement? Qu'est-ce qu'il faut faire? Malheureusement, il fallait faire en 2011 quand j'avais averti que nous sommes en train d'aller en pénurie. Aujourd'hui, c'est trop tard? Aujourd'hui, c'est déjà trop tard et ça va être extrêmement difficile. Pourquoi je parle de la période de transition pour préparer? Parce qu'il faut préparer la population, il faut qu'elle prenne conscience de la situation du pays, il faut qu'elle prenne conscience des difficultés à gérer la période qui va venir entre 2020 et 2024, qui va être extrêmement difficile parce qu'il faut imposer une austérité. Et la population, j'imagine que si vous l'informez correctement et que l'austérité est partagée par tout le monde, il l'accepterait quand même, sachant que c'est une période pour aller de l'avant et non pas pour une période où aller de l'arrière. S'il n'y a pas changement de système de gouvernance, on va fatalement vers cette situation, sauf qu'on n'aura pas le programme nécessaire de la sauvegarde. D'accord. Et on va parler de la planche à billets depuis 18 mois. Déjà, la Banque d'Algérie et aujourd'hui, les responsables de la Banque d'Algérie révèlent leur opposition à l'amendement de l'ordonnance sur la monnaie et le crédit. Le financement non conventionnel a-t-il lieu d'exister encore?
Bon, alors, il faut bien comprendre de quoi on parle, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. Je ne sais pas combien de temps j'ai. En fait, les recettes de la fiscalité, donc du budget de l'État, sont composées en en recettes ordinaires et en fiscalité pétrolière. Oui. La fiscalité pétrolière est prise sur les recettes d'exportation d'hydrocarbures. Donc, avec la baisse des recettes d'exportation d'hydrocarbures, il y a fatalement une baisse de la fiscalité pétrolière. Au départ, on a commencé par faire glisser le dinar, la valeur du dinar par rapport au dollar. Par exemple, supposons qu'une société a exporté pour 100 millions de dollars, le chèque de 100 millions arrive à la Banque centrale, il est changé en dinar. Monsieur Benbisson, les conséquences, si on continue. Donc je disais que lorsqu'il y a une exportation de 100 millions de dollars, par exemple, le chèque arrive à la Banque centrale qui a un contrôle, un monopole sur la devise. Donc elle le transforme en dinar. Si le prix du dollar est 70 dinars, ça fera 7 milliards de dinars. S'il est 110, ça fera 110 milliards de dinars. Donc ils ont commencé par d'abord faire glisser le dinar de 70 à 110. Et ça donnait l'illusion que les recettes ont augmenté de 70 à 110. Mais en fait, elles n'ont pas augmenté parce qu'ils sont en contrepartie de la même valeur. Sauf qu'elles sont immédiatement... Il faut immédiatement augmenter les prix, puisque nous importons beaucoup de ce que nous consommons. Et donc, ce que nous payons en dollars, on le paye 70. Maintenant, le même dollar, on le paye à 110. Ils ont essayé de trouver une autre formule. C'était, ils ont imposé par la loi, que les choses soient claires. Ça s'est passé par la loi. Ça veut dire que c'est de la responsabilité du gouvernement, de la présidence de la République et de deux chambres du Parlement et même du Conseil d'État. Donc, ils ont imposé par la loi que la Banque centrale couvre les dépenses du Trésor sans considération de ses avoirs. Donc c'est une création monétaire pure, directe. Bon, ça donne un moyen d'achat aux populations. Si les produits sont disponibles sur le marché, elle sera moins inflationniste. Mais à partir de 2021, lorsque les produits ne seront pas disponibles et que vous donnez des moyens d'achat à la population qui d'habitude pouvait acheter 10 kilos, maintenant il sera obligé d'acheter 2 kilos. Donc ce qui fait que les prix vont fatalement exploser vers le haut et nous serons dans une hyperinflation. Voilà les conséquences de cette financement monétaire. Oui. Je pense que vous avez suivi l'actualité. Les dossiers de corruption sont plus que jamais sur le devant de la scène. Ça relève du pénal, n'est-ce pas? Est-ce que vous pensez qu'ils iront jusqu'à la justice ou est-ce que, par exemple, on pourrait adopter le modèle du Brésil qui récupère 15 milliards d'euros, plus de 15 milliards d'euros avec une amnistie fiscale? Non. Non, ça n'a rien à voir avec l'amnistie fiscale, parce que ça c'est de l'argent qui est déjà pris. L'amnistie fiscale, si elle devait avoir lieu, bien qu'il faut travailler sérieusement pour répondre à cette question-là, s'il devait avoir lieu, c'est pour les activités de demain, pas celles d'aujourd'hui, ou d'aujourd'hui, mais pas celles d'hier. Donc là, il y a une corruption, il y a de l'argent qui a été volé. Le seul problème qu'il y a, c'est pour ça qu'il faut absolument passer par la justice, parce que sinon, cet argent-là est au nom de personnes dans des banques à l'étranger. Et les banques à l'étranger ne vous feront pas ramener l'argent au pays si celui qui est détenteur du compte ne le fait pas lui-même. Et donc c'est pour ça qu'il est nécessaire qu'ils passent par la justice et que la justice exige d'eux de faire rentrer cet argent, qu'ils fassent eux rentrer de leur compte de devise à l'étranger à leur compte de devise en Algérie. À ce moment-là, la justice peut travailler sur cette question. Sinon, l'argent étant dans un compte de devise à l'étranger, personne n'a le droit de le ramener, sauf celui qui détient le compte. Monsieur Benbitour, très rapidement pour clôturer ce débat, car nous n'avons plus beaucoup de temps, nous avons posé et demandé en tout cas aux internautes de vous poser quelques questions. J'ai relevé les plus importantes, en tout cas celles que j'ai pu. Alors c'est une question de Farid Haddaden. Pensez-vous être le candidat idéal pour la transition? Quelle serait votre feuille de route? Combien doit durer la période de transition? Bon, je ne peux pas prétendre dire que je suis le candidat idéal, parce que le candidat idéal, l'idéal se trouve seulement dans le ciel. Bon, moi la période de transition, pour moi, elle est absolument nécessaire et ça devrait aller entre 8 et 12 mois. 8 mois minimum, 12 mois maximum. Et quelle serait votre feuille de route? C'est ce qu'il vous demande. Bon, feuille de route, ça, il faut vraiment... détailler. Rapidement, vous pouvez peut-être le dire en une phrase? Non, seulement expliquer à la population que le pays est en grave danger et qu'il a besoin d'une nouvelle gouvernance qui n'est pas du tout la gouvernance actuelle et qu'à ce moment-là, il faut mettre en place le programme. J'ai un programme, j'ai écrit un livre qui s'appelle L'Algérie de l'espoir en français, Jazair al-Amal Arabia, où il y a tout un chapitre sur justement ce qu'il faut faire
pour sauvegarder Alors, on a une question de Sambourg. Est-ce que votre plan de développement est valable pour la conjoncture économique sur le plan international? Combien coûterait la relance de l'économie nationale et quel serait son impact sur la vie sociale? Non, la relance économique ne sera pas en contradiction avec la vie sociale. Au contraire, la relance économique, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va produire plus de richesses, et donc quand il y a plus de richesses, il y a une redistribution de cette richesse. La question sociale se pose que la méthode de redistribuer cette richesse. S'il y a une méthode juste de redistribution de la richesse, au contraire, tout le monde va bénéficier du développement. Moi, ce que je propose, c'est la création de 15 pôles régionaux d'investissement. Les 15 départements à l'indépendance, ce sont des pôles régionaux d'investissement où il y a des banques d'affaires, des bureaux d'études et une administration locale, donc de la région, qui travaille sur l'investissement. Et ça commence d'abord par ce qu'on appelle une monographie de la région pour déterminer les priorités de l'investissement dans cette région-là. Et une ça, question de Mustafa, sera totalement décentralisé. Une question de Mustafa Kamel. Si vous êtes élu président ou Premier ministre, prendriez-vous une décision historique, à savoir le changement de monnaie nationale? Alors là, ça c'est quelque chose... Quelle est l'expression qu'elle a utilisée? Le changement... Alors, historique, non, oui, historique. Décision historique. Ça n'a rien à voir. Qu'est-ce que c'est que ça a à voir une décision historique? Le dinar, c'est le dinar. Maintenant, c'est la question de la valeur de ce dinar qui est au jour d'aujourd'hui définie par la Banque centrale. Parce que nous ne sommes pas dans un marché des capitaux. Donc notre monnaie n'est pas convertible sur les marchés de capitaux. Elle est convertible au sens commercial du terme, mais elle n'est pas convertible au change de... Donc elle est définie par la Banque centrale. Bien sûr, la Banque centrale pourra décider d'une valeur ou d'une autre. Mais, l'idée de dire que la monnaie, il faut la changer, c'est quelque chose d'historique, ça n'a rien à voir. Une dernière question, celle de Abdelhai Antar. Que pensez-vous du discours de Gaïd Salah Haouargla qui ne tient pas à une transition dans le cadre strict de la Constitution? C'est la dernière. Alors, moi, je n'ai pas entendu le discours, donc je ne peux pas le commenter. Donc, si c'est il faut, je dis et je le répète, il faut absolument une période de transition si on veut prendre le temps de préparer les solutions à la sauvegarde. D'accord, merci beaucoup. Bienvenue.